À la une ce soir, visite du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées aux troupes d'Inata et de Arbinda dans le Sahel. 23 jours après la plus lourde attaque contre l'armée qui a fait 49 morts du côté de la gendarmerie, les autorités militaires galvanisent les soldats au front pour la sécurisation du territoire. Et dans la recherche de la quiétude et de la sécurité au Burkina Faso, une coalition a manifesté le 27 novembre. La manifestation qui a fait des dégâts matériels est jugée illégale. Ce matin, 3 leaders de la coalition du 27 novembre étaient face au juge pour le début de leur procès. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation illicite et destruction de biens publics. 900 objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages et de trafic illicites ont été rétrocédés au Mali. Ces objets en partance pour les États-Unis ont été saisis par les services de douane américains. À la cérémonie de restitution des objets, le Premier ministre Choguel Kokalamaïga a invité les autres pays à suivre l'exemple des États-Unis. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Lundi dernier, soit 3 semaines et 2 jours après l'attaque qui a touché le détachement militaire de Inata et qui a coûté la vie à 49 gendarmes, le ministre en charge de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général des armées, a rencontré les troupes au front à Inata et à Arbinda. Objectif, galvaniser et encourager les hommes engagés au front. À Arbinda, Barthélemy Sempore et sa délégation ont rencontré les différentes autorités administratives, coutumières et religieuses qui font face aux attaques terroristes. Serge Kabouri. Environ 3 semaines après l'attaque qui a coûté la vie à 49 gendarmes, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général Barthélemy Sempore, accompagné du chef d'état-major général des armées, Gilbert Ouedraogo, foule le sol d'Inata. C'est une visite attendue par les forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour la protection du territoire national. Ce territoire-là, il est sacré. Nous ne pouvons pas l'abandonner à qui que ce soit. La présence des 2 généraux ici à Inata vise principalement à encourager et à remonter le moral de ce détachement, chose que les généraux ont signifié de vive voix tout en évaluant la situation opérationnelle sur le terrain. Nous avons eu l'opportunité de visiter le détachement de Inata. Nous avons pu constater l'état des lieux, le moral, le matériel et nous avons donc pu constater que ce personnel qui est déployé là-bas accomplit ses missions avec une très grande détermination. Et nous sommes allés leur apporter notre soutien, les encourager dans cette posture de combat qui est très difficile dans un environnement parsemé de menaces. Le cap a ensuite été mis sur Arbinda. Après avoir rencontré le commandement du détachement et l'ensemble du personnel, les généraux ont rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses de la localité. Ce que nous retenons de plus encourageant, c'est cette relation armée-nation qui est très forte ici. Donc la relation entre le détachement et les VDP est très forte, mais aussi avec les populations locales, avec les autorités locales. Nous voyons qu'il y a une grande solidarité et qui leur permet effectivement de tenir dans un environnement difficile, mais qui leur permet de sécuriser leur ville. À en croire le représentant des notables de Arbinda, cette visite, au-delà de la considération faite à leur personne, met du baume dans les cœurs. La visite des 2 ministres, nous on peut dire que la guerre est terminée, même c'est fini. Puisque c'est ça on entendait. Quand ils ont eu du courage jusqu'à Ouaradou, arriver à Arbinda ici, vous avez entendu le nom. Et le ministre même a fini la parole, il a dit que le maire d'Arbinda était ici, dans son bureau, pour expliquer les points d'Arbinda. On a suivi ça. Donc nous sommes très contents de votre arrivée. Et je peux vous jurer encore 2 fois que si ce que vous entendez là, ça c'est fini. À noter que cette visite du ministre en charge de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées a permis de voir les conditions réelles dans lesquelles sont engagées les forces de défense et de sécurité dans les localités d'Inata et Arbinda pour la défense de la patrie.
Affaire marche illégale du 27 novembre. L'audience a débuté ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. À ce premier jour, ils étaient 3 à se présenter devant le juge. Adama Tiendrebego, Hervé Ouattara et Mamadou Drabo. Ils sont tous poursuivis pour leur participation à la marche du 27 novembre dernier, jugée illégale. À peine débuté, le procès a été renvoyé par le tribunal au 15 décembre prochain dans le but de prendre en compte les nouvelles personnes arrêtées, dont Marcel Tankwano. La demande de liberté provisoire formulée par les avocats des 3 accusés a été rejetée par le juge. Les leaders de la coalition du 27 novembre sont poursuivis pour participation à une manifestation illicite et destruction de biens publics. Michael Toukré. Ils étaient 3, les membres de la coalition de la marche du 27 novembre, à être présentés à la base ce 8 novembre au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Adama Tiendrebego dit colonel, Hervé Ouattara et Mamadou Drabo, tous sont poursuivis par le parquet pour manifestation illégale et destruction du bien public. Pour leur avocat, Ambroise Farama, les chefs d'accusation sont tout simplement une volonté des autorités de restreindre les libertés des citoyens. Estimons que c'est une question donc des libertés fondamentales qui tentent d'être remises en cause et que les avocats en tant que sentinelles donc la défense donc de l'état de droit, en tout cas nous entendons faire front unique pour la défense donc en tout cas de cette liberté-là. Nous avons échangé avec eux, ce sont des combattants, ils ont le moral haut et ils sont prêts à répondre des faits qui leur sont reprochés. Le procès est renvoyé au 15 décembre prochain à la demande du parquet et cela dans le but, selon lui, de prendre en compte les nouvelles personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Pour le parquet, il faut faire une jonction de tous les dossiers des mises en cause afin que les inculpés soient jugés au même moment. Le président du tribunal à cette audience a aussi rejeté la requête de liberté provisoire des accusés formulée par leurs avocats. Il s'agit donc de personnes majeures, mariés, ayant une adresse connue et des personnes bien connues du peuple burkinabé qui n'ont aucune volonté de se soustraire de leur obligation de répondre devant la justice des faits qui leur sont reprochés. Malheureusement, vous l'avez entendu, vous avez suivi, le tribunal donc a suivi les réquisitions du parquet qui semblait s'opposer donc à la demande de mise en liberté provisoire et donc le tribunal a rejeté cette demande de mise en liberté provisoire et le dossier est renvoyé au 15 décembre. Il faut le rappeler que la marche de protestation du 27 novembre s'est transformée en une course-poursuite entre les forces de l'ordre et les protestataires dont certains ont saccagé l'état civil de la mairie de Ouagadougou. Les leaders de la coalition du 27 novembre sont poursuivis par le parquet pour participation à une manifestation illicite et destruction de biens publics. Nous restons au tribunal de grande instance de Ouagadougou, toujours sur cette affaire de marche illégale du 27 novembre. Je vous propose cette fois-ci d'écouter Anaïs Drabo, membre de la coalition du 27 novembre, qui a appelé à manifester contre la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Elle se dit sidérée face au verdict du juge de maintenir les accusés toujours en détention. Anaïs Drabo est au micro de notre reporter Michael Toukré. Ils ont leur famille, ils ont des enfants. Ils ont besoin, et puis beaucoup d'entre eux sont malades. Le colonel, lui, il souffre du diabète. Et Mamadou Drabo, depuis la date du 29, fait une grève de la faim. Et Hervé Ouattara, il souffre de la tension. Et je suis sidérée ce matin, complètement. Si sortir lutter, parce que ton avenir a été hypothéqué de force et tu sors pour lutter, pour protéger l'avenir de tes enfants est une infraction. Moi, je ne comprends plus le Burkina Faso. Je ne comprends plus. Quand ton environnement devient malsain, tu as le droit, en tant que citoyen, de protéger ton environnement, de défendre ton environnement pour le rendre sain. Je pense que le Burkina Faso est devenu un environnement très malsain. Vous le savez, avec toutes les attaques de partout. Il ne reste que Ouaga et Bobo. Et si nous dormions? Et si les gens sont en train de nous intimider, moi particulièrement, de partout, au téléphone, dans mon inbox, même au service, c'est pas la peine. De quel droit vous parlez quand on dit que le Burkina Faso est un pays de droit, de liberté? Vous parlez de quel droit? Quand le bas peuple est spolié, quand ce bas peuple qui se conscientise maintenant se lève pour dire non, il est encore réprimé,
Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je suis aujourd'hui effondrée complètement. Complètement. Chaque personne, chaque citoyen conscient aujourd'hui de la gravité de la situation du Burkina Faso doit se lever pour taper sur la table. Moi, je n'ai pas peur. Éducation, dans la suite de ce journal, le comité de rédaction des Assises nationales a remis hier 7 décembre le document final des Assises nationales sur l'éducation au ministre en charge de l'Éducation nationale. Le document fait le point des recommandations faites lors des Assises nationales tenues du 18 au 20 novembre à Ouagadougou. Le ministre qui a reçu le dit document promet de le porter à la connaissance de tous les acteurs avant de le soumettre au Conseil des ministres. Abdouraye Mienye. 2 semaines après la tenue des Assises nationales sur l'éducation, le comité de rédaction remet le document final des travaux à Stanislas Ouaro. Ce document énumère les problèmes qui minent le monde éducatif et propose des solutions pour rendre plus dynamique le système éducatif du Burkina Faso. Ces recommandations seront déposées sur la table du Conseil des ministres pour des prises de décision. Donc ces documents vont être déposés sur la table du Conseil des ministres. Il appartiendra maintenant au Conseil des ministres d'adopter les documents parce que vous savez que les assises ne sont pas une instance de décision, mais c'est une instance de proposition. Et maintenant, il appartiendra au gouvernement donc d'apprécier. Parce que lors des assises, il y a eu par exemple des points non consensuels donc, qui sont revenus avec des explications. Et le gouvernement va apprécier, pourra prendre une décision dans un sens, dans un autre, en lien donc avec les possibilités que nous avons, mais aussi en lien avec nos capacités, mais en lien aussi avec la vision de renouveau de notre système éducatif. Le ministre s'est félicité de la réussite des assises nationales qui pour lui constitue une étape importante et historique dans l'amélioration de l'école burkinabé. Le comité de rédaction a remis 2 autres documents au ministre pour un meilleur suivi de la mise en œuvre des recommandations. Mélégué Traoré, président du comité de rédaction. Ces documents sont le rapport final des assises nationales, une feuille de route des conclusions issues des assises nationales selon les axes du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'éducation secondaire, ainsi qu'un mécanisme de coordination et de suivi et évaluation et des recommandations pour la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route. Enfin, un projet de pacte national pour une éducation de qualité pour tous, accompagné d'un tableau des actions et des mesures pour une adhésion forte des parties prenantes à ce pacte. Stanislas Ouaro promet partager le contenu du rapport avec tous les acteurs éducatifs à travers un conseil de cabinet élargi qui se tiendra le 10 décembre prochain. Et après avoir reçu le document final des Assises nationales sur l'éducation, le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, s'est prononcé sur les recommandations formulées dans ce document, des recommandations consensuelles et non consensuelles qui, selon lui, seront soumises à l'appréciation du Conseil des ministres. On l'écoute au micro de Abdouraye Mienye. Le principe du pacte est retenu, donc ça c'est déjà une très bonne idée. Les innovations apportées au niveau par exemple des cantines scolaires, les aspects qui sont retenus, ou par exemple les participants aux assises ont souhaité que le gouvernement puisse mettre en place une centrale d'achat des vivres pour les cantines scolaires. Au lieu de ce qui se passe actuellement, qui par endroits pose de sérieuses difficultés, des efforts sur le renforcement la réalisation des infrastructures scolaires, ça a été abordé. Donc la relecture de curricula, la protection de nos langues nationales, ce sont des aspects donc, qui sont retenus. Le développement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Donc ça, c'est des aspects donc, consensuels. Maintenant, là où ce n'est pas totalement consensuel, c'est par exemple avoir, on va dire, une sorte de trêve avec les partenaires, les syndicats, sur 5 ans, afin de permettre au gouvernement de mettre en œuvre les différentes actions retenues. Donc ça, ce n'est pas consensuel. Mais on discutera de cela en Conseil des ministres pour apprécier. L'autre aspect non consensuel, c'est la question du certificat d'études primaires. Donc ça, ce n'est pas consensuel. Et certains considèrent qu'en lien avec l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, donc le CP ne doit plus exister. Et pour d'autres, donc, la suppression du certificat d'études primaires sans mesure d'accompagnement assez rigoureuse
donc peut impacter significativement la qualité du système éducatif. Un autre point non consensuel, c'est la question par exemple des seconds tours au BPC et autres. Donc il y en a qui considèrent qu'il faut aller dans la suppression, mais il y a d'autres qui considèrent que ce n'est pas possible de les faire parce que quand on regarde donc sur les 10 années passées, le taux de succès au premier tour au BPC, ça n'encourage pas effectivement. On reste dans le contexte de la formation. L'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, a tenu ce 8 décembre dans la matinée sa conférence inaugurale de l'année académique 2021-2022. Une conférence qui s'est tenue sous le thème « Savoir endogène, tradition et pratiques innovantes ». Elle a été animée par le professeur Isaac Bazier, coutume respectée par l'ENAM, qui à chaque rentrée académique invite une figure imposante des savoirs pour lancer l'année sur le plan de la réflexion. Regardez. Savoir endogène, tradition et pratiques innovantes, c'est sous ce thème que s'est tenue cette conférence inaugurale de l'année académique 2021-2022 de l'École nationale d'administration et de magistrature. Selon le directeur général de l'ENAM, Awalou Edraogo, cette rencontre d'échange est une tradition pour les grandes écoles et le choix du thème s'explique à plusieurs niveaux. Le choix est à la fois lié au contexte, à la fois au rêve que mon frère et moi nous avions toujours, c'est de prendre l'Afrique au sérieux. Et par conséquent, le questionnement des lettres africains depuis ses ancêtres et l'historicité de ses constructions intellectuelles jusqu'aux propos tenus d'ailleurs et ce que nous allons faire pour construire notre pays ensemble. Donc des savoirs foisonnants qui permet un dialogue dialectique entre ce que nous recevons d'ailleurs et ce que l'ailleurs nous doit et ce que nous devons aussi à l'ailleurs. Selon le professeur Isaac Bazier de l'Université de Québec et Montréal, venu pour la circonstance, les échanges avec les étudiants ont permis un partage de connaissances et de réflexions afin de faire de ces derniers des acteurs majeurs dans le développement du Burkina Faso. Voir de quelle façon est-ce que nous allons produire des savoirs innovants qui vont permettre donc de répondre à ces défis-là. Donc il s'agit essentiellement de penser les modèles que nous avons et de réfléchir de manière très critique sur ces modèles-là, de manière à concevoir des savoirs qui vont changer la dynamique et nous permettre dans ce moment que j'appelle un kairos, c'est-à-dire un moment favorable, malgré les crises sont des occasions de changement, de se concevoir, de se projeter autrement et de prendre un virage qui va être tout à fait nouveau et qui va nous permettre de construire une société telle que nous la voulons, en prenant des responsabilités aussi que nous retrouvons dans la production des savoirs. Cette conférence inaugurale marque le début des activités pédagogiques 2021-2022 de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. À l'Assemblée nationale, hier 7 décembre, la relance socio-économique du Grand Ouest était au cœur d'une plénière, une session au cours de laquelle le gouvernement a fait le point de l'état d'avancement des engagements qu'il a pris dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures socio-économiques du Grand Ouest. C'est le ministre en charge de l'économie et du développement, Lassane Kabouré, qui a représenté le Premier ministre lors de cette session. Sanata Siri. Le Grand Ouest a été classé parmi les priorités du nouveau Code des investissements adopté par l'État burkinabé en 2018. En termes d'implantation d'unités industrielles dans les hauts bassins de 2018 à 2021, ce sont au total de 134 autorisations qui ont été accordées pour des prévisions d'investissement d'environ 274 milliards de francs CFA, selon le ministre Lassane Kabouré, ce qui devrait générer environ 600 000 emplois. À ce jour, le constat fait état du démarrage effectif des activités de 13 entreprises. À en croire le ministre de l'Économie et des Finances, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour soutenir la viabilité du tissu industriel dans les hauts bassins face à la fraude et la contrefaçon. Parmi ces mesures, on peut citer celles conjoncturelles prises pour l'écoulement du sucre, à savoir l'intensification de la surveillance du marché et la lutte contre les spéculations et la hausse des prix, le lancement le 30 avril 2018 d'une opération spéciale de contrôle des produits de grande consommation, la signature du protocole d'accord entre les distributeurs de la SN Sotuco et la mise en place d'un comité de suivi du respect des intentions d'achat, le relèvement de la valeur devant servir de base à la liquidation du sucre importé, et j'en passe. Ces actions ont permis donc à la SN Sotuco d'écouler l'intégralité de son stock en 2018, en 2019 et en 2020.
Au cours de cette session, l'occasion a été donnée au gouvernement de faire le point des différents projets en cours d'exécution dans le Grand Ouest en général et dans la ville de Bobo-Dioulasso en particulier. Et le représentant du Premier ministre à cette plénière de revenir sur les différents projets industriels lancés dans cette localité. Il s'agit entre autres du projet Asta Textile Burkina, qui est toujours en cours de discussion, du projet Renaissance Textile avec le groupe suisse et du projet d'implantation d'un parc industriel textile à Bobo-Dioulasso. Pour ce qui est de la mise en place de 2 zones économiques spéciales, dont l'une à Bobo-Dioulasso, il faut noter que l'étude d'impact environnemental stratégique a été réalisée et le projet a été proposé dans la liste des projets structurants du PNDS 2, ce qui fait que tout l'ensemble de ces projets feront l'objet de la prochaine conférence sur le financement du PNDS. Un cabinet a été aussi recruté pour la réalisation des études de voirie et d'assainissement de la zone agro-industrielle de Samandéni et dont le contrat est en cours d'approbation. Dans la dynamique de concrétisation de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de créer à Bobo-Dioulasso un marché moderne de gros de fruits frais à vocation sous-régionale pour exploiter les opportunités du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, l'étude de faisabilité a été bouclée. Le ministre en charge de l'économie et du développement a par ailleurs ajouté que les travaux d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso et la mise en place du Centre national d'appui à la transformation du coton artisanal se poursuivent. Lassane Kaboré a également rassuré la représentation nationale que la réalisation de ces projets sera une réalité dans un court délai et que des dispositions sont prises par l'État pour la mise en œuvre effective des 10 projets. Solidarité dans ce journal. Canal+ Burkina, plus que jamais déterminé à accomplir de bonnes œuvres. La structure a lancé un nouveau projet visant à soutenir les orphelins, dénommé Orphée, Césignaré dans la région du Plateau central, qui a accueilli le lancement officiel. À travers le projet Orphée, Canal+ apportera concrètement un soutien aux orphelinats en Afrique à travers des vivres et des programmes éducatifs. Le centre Wendabo de Zignaré a été le premier bénéficiaire du projet Orphée. Il a reçu ce matin un don d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Abdourahim Nienye. Orphée, c'est le nouveau projet de Canal+ Burkina qui vise à venir en aide aux orphelins et autres enfants vulnérables. Pour le lancement, c'est le centre Wendabo qui a accueilli l'équipe de Canal+ venue avec des vivres et autres accompagnements au profit des enfants. Le nouveau programme éducatif de Canal+ a également été mis à la disposition du centre qui accueille environ 200 enfants. Le projet Orphée, c'est un projet qui vise pour Canal+ à venir en aide aux orphelinats partout en Afrique. C'est un projet panafricain. Ici, on décline une première fois au Burkina Faso. Il y en aura d'autres. Dans les mois à venir, les années à venir, on fera d'autres opérations comme celle-ci. C'est un projet qui consiste à venir en aide, évidemment, avec de la nourriture, mais pas que, en créant aussi des espaces de divertissement avec de la télé et puis des espaces ludiques. Donc, on peut faire des travaux, on peut créer un espace où les enfants se sentent bien, où ils pourront se divertir et apprendre. Sur Canal+, c'est du divertissement, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage par Nathan TV ou par d'autres chaînes de découverte de nature, de documentaires. Donc c'est tout ça qu'on a voulu apporter aux enfants, des biens de première nécessité, et puis aussi du loisir et puis de l'apprentissage pour les aider à bien grandir et à devenir des adultes responsables, comme on en a vu quelques-uns ici aujourd'hui. Ce sont 15 orphelins et une cinquantaine d'enfants de la maternelle qui sont pris en charge dans ce centre. Et ce projet Orphée de Canal+ est salué par la directrice du centre. Elle dit avoir été sensible à la souffrance des enfants vulnérables, raison de la création de ce centre. Elle invite toutes les bonnes volontés, à l'instar de Canal+, à soutenir l'action de solidarité. Il faut imaginer la souffrance de l'enfant qui ne connaît jamais dans sa vie l'abrace de sa maman, ni l'odeur de son sein. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup et m'a poussé beaucoup à faire sortir Wendabo. Cette fois, la Providence s'appelle Canal+. Prochainement, je ne sais pas quel nom il peut avoir. Je me souhaite qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent, que la prochaine fois, il va venir vers moi pour me dire la prochaine fois, Maman Paula, je serai là à côté de toi, comme Canal+. Le maire de la commune de Zignaré a lui aussi salué cette initiative qui, selon lui, permet de renforcer l'éducation des enfants. Et elle est là, Maman Paola, en train de faire un travail monstre pour accompagner ces enfants. Vous savez que l'éducation est un domaine transféré et donc à chaque fois qu'il y a un geste
à l'honneur et à l'endroit de l'éducation, nous devons manifester notre solidarité, notre proximité et surtout notre soutien à tous ces acteurs qui accompagnent l'éducation de nos enfants. Pour le directeur général de Canal+ Burkina, l'objectif est d'étendre ce projet à tout le Burkina Faso à l'effet de venir en aide aux personnes vulnérables. Pour le lancement, le don est estimé à 1 million de francs CFA. En de chez nous, les États-Unis ont restitué plus de 900 objets d'art au Mali. Ces objets archéologiques et ethnographiques avaient fait l'objet d'un trafic illégal. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a pris part à cette cérémonie de restitution, a appelé les autres pays à suivre l'exemple américain. Selon les archéologues, des milliers d'œuvres de l'histoire du Mali seraient disséminées à travers le monde. Interceptées dans le port de Houston en 2009, plus de 900 œuvres d'art pillées pendant la période des grands empires du Mali, du Ghana et du Songhai sont arrivées à Bamako la semaine dernière. Parmi ces œuvres, des jarres funéraires datées de 900 à 1700 ans. Une initiative saluée par le Premier ministre malien. C'est le peuple malien tout entier qui exprime au gouvernement et au peuple américain sa gratitude et ses félicitations pour leur clairvoyance, leur courage qui ont permis de rapatrier ces objets issus du pillage et du trafic illicite. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine culturel et archéologique africain. En juin 2020, le département d'État américain avait accordé une subvention à la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali pour financer ce rapatriement. Je pense que c'est important de noter que le Mali, c'était l'un des premiers pays d'entrer dans un tel accord avec les États-Unis. Il reste jusqu'à ces jours le seul pays sud-africain d'avoir un tel accord. Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillage ici et d'exportation illicite. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a appelé les autres pays à suivre l'exemple américain. Selon les archéologues, des milliers d'œuvres de l'histoire du Mali seraient disséminées à travers le monde. Information en bref avant de clore ce journal. Selon un communiqué lu par le secrétaire général du gouvernement, le président du Faso a mis fin aux fonctions du Premier ministre Christophe Dabiré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, ravi de vous l'avoir présenté. Demain à 20h, je vous attendrai sur ce plateau avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et à demain.